L'exutoire. Bonjour, bonsoir. C'est selon. L'exutoire est une autre façon de vomir le monde et son contenu. Parce qu'il m'arrive, parfois, de me parler à moi-même. Il faut bien que je discute de temps à autre avec quelqu'un d'intelligent. Je sais, vous allez lever les boucliers et vous dire celui-là se croit plus intelligent que les autres parce que son ego est démesuré. Je vous rassure tout de suite, c'est pas vrai. Et vous avez tout faux. La réalité, c'est qu'il y a autour de l'indigène que je suis peu d'humains et beaucoup de bêtes. Comme on dit, l'ama fi blad al-amsh. Et comme disait aussi Nietzsche, je déteste ceux qui me volent ma solitude sans m'offrir une vraie compagnie. Et puis, en vérité, quand je vois ce que les gens intelligents ont fait de ce monde, je suis heureux d'être le con que je suis. En principe, comme on le dit souvent, de la discussion jaillit la lumière. Et pourtant, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Tout ce qui sort de mes discussions avec toutes les intelligences supérieures qui m'entourent, c'est les ténèbres. Peut-être suis-je dans la mauvaise forêt. Qui peut le savoir? Vous savez, les coïncidences sont comme le bon sens, extrêmement rares. Même l'évolution et le temps qui passe ne donnent pas à l'homme cette maturité globale de voir les choses d'en haut, avec une vision, disons, aérienne en quelque sorte. On dit, des nuits les plus sombres naissent les plus belles étoiles. C'est vrai. Quand la nuit est très sombre, les étoiles brillent avec plus d'éclat. Mais aussi les nuits les plus noires enfantent les plus sombres monstres sous forme humaine. Orson Welles avait dit, on est, il parlait de la naissance, on est seul, on vit seul, on meurt seul. C'est seulement à travers l'amour et l'amitié qu'on peut créer l'illusion que nous ne sommes pas seuls. Fin de citation. Les tordus, généralement, on les laisse tranquilles. C'est surtout sur ceux qui sont droits qu'on tape toujours. L'idée est de faire d'eux des tordus. On ne tape pas avec un marteau sur un clou tordu. On choisit toujours un bien droit. C'est plus pratique et plus simple. Parce que le tordu pose des problèmes et ne se laisse pas faire. La perfection est dangereuse. Dans un monde d'enfoirés, la perfection est une part qui peut te mener à la guillotine. Un arbre tordu dans la forêt, on le laisse tranquille vivre sa vie d'arbre. Mais un arbre bien droit, on le coupe et on en fait des planches et il disparaît dans l'usage qu'on fait de lui. C'est souvent nos défauts qui nous préservent. Et c'est parfois nos qualités qui nous plongent dans la tourmente. C'est bien connu, le tordu vit toujours plus longtemps, comme la mauvaise herbe. Charles Baudelaire avait dit à son époque déjà, le monde sent comme une carcasse en pétrifaction, parce qu'il est entre les mains des imbéciles, des lâches, des voleurs et des êtres sans morale aucune. Fin de citation. Et dans notre époque, c'est la même chose. Pire encore. Certains hommes, je dirais très peu, provoquent le bonheur partout où ils vont. D'autres dès qu'ils partent. Et ces derniers sont les plus nombreux, malheureusement. De toutes les façons, vous serez toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un, et cela même si vous êtes la personne la plus gentille au monde. 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et pourtant, comme les gnous, nous restons figés face à la tragédie. Nous voyons tous les jours le massacre des innocents, femmes et enfants, et nous restons silencieux, impuissants. C'est aussi la philosophie et le comportement des gnous et des buffles depuis la nuit des temps.
en voyant les lions massacrer un des leurs. Terrassé. Je ne suis pas directement concerné. ولكن تحت الراس فوق الراس تحت الراس فوق الراس لقدام الراس. Et lorsqu'il viendra ton tour, parce qu'il viendra, tu te retrouveras dans la même posture que ton congénère d'hier. Et le reste de ta tribu se dira individuellement, mais je suis شغلي. L'inaction collective soulève des questions lourdes de sens. Comment peut-on être aussi nombreux et absents quand il s'agit de défendre la justice et la dignité humaine? Nous rejoignons tout simplement les moutons. Donc, plus je côtoie les hommes, plus mon respect grandit pour les bêtes. Il n'y a pas dans l'histoire de témoignages, ou peut-être très peu, d'exécution de messagers. Un messager, on ne le tue pas. C'est tout. Le messager s'avance protégé en principe par la bannière d'un drapeau blanc. Quand un représentant vient pour négocier, et cela même dans l'Antiquité, on respectait les facteurs. Le dieu Hermès, dans la mythologie grecque, était le messager des dieux. Et on le respectait parce qu'il représentait ceux d'en face. Aujourd'hui, avec les voyous au pouvoir, les USA bénissent une négociation au Qatar. Ils envoient même leurs représentants. Et en sous-main, autorise Israël à bombarder l'endroit des négociations. Plus pervers que cela, tu crèves. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la reine Margaret II du Danemark était à la Maison-Blanche, invitée avec son fils, futur roi du Danemark, invité par le président Roosevelt et Éléonore, son épouse. Et pendant leur séjour, le président Roosevelt envoie une lettre à Staline lui disant que s'il voulait envahir le Danemark, les États-Unis ne verraient aucun inconvénient. Fort heureusement, Staline lui répondit: l'Union soviétique n'a aucun grief contre le Danemark. Qui peut faire une chose pareille? Sinon les USA. Ces derniers ont une mentalité de kleps. الكلب يعض الضيف. Oui, الكلب يعض الضيف. Vous savez, le mouton passe toute sa vie à craindre le loup. Mais au final, c'est le berger qui le dévore. Donc le mal viendra toujours de celui qui se prétend ton ami, ton frère, voire plus près encore. Chaque fois qu'un État ne rentre pas dans la logique américaine et dans la philosophie atlantiste, il subit une guerre. Depuis le début, les États-Unis n'ont que deux idées en tête. Deux: étendre leur territoire et pomper toutes les richesses du monde. D'abord, ils commencent par accaparer les territoires des Indiens pour l'or, l'argent, le bois, le fer. Et pour ce faire, ils provoquent un véritable génocide. 80% des Amérindiens sont décimés. Puis vient l'esclavage pour faire exploser les profits du coton et du sucre. Ils importent comme de la marchandise les hommes d'Afrique, parce que militairement, c'est les plus faibles. Puis instaurent le système économique basé sur l'exploitation raciale. Ils déclenchent ensuite une guerre contre le Mexique et annexent la moitié de son territoire. Vous savez comment et pourquoi les États-Unis ont déclenché la guerre avec le Mexique? Par exemple, le territoire du Texas faisait partie du Mexique, est très grand et très vaste, presque aussi vaste que l'Alaska, 700 000 km². Le Mexique était pauvre et il a consenti à louer de vastes étendues à des pionniers américains qui voulaient faire de l'élevage du bétail et produire du coton. Des années plus tard, ces pionniers commençaient à pratiquer de l'esclavage sur les terres du Texas appartenant au Mexique. Ce dernier a réagi en interdisant cette pratique. Pas d'esclavage au Mexique. Un bras de fer s'installe
entre le Mexique et les colons locataires. Le Mexique envoie des troupes pour faire respecter l'interdiction. Les fermiers demandent l'intervention de l'armée américaine qui déclenche une guerre pour s'approprier le Texas. Et voilà comment la spoliation s'est faite. Avant 1845, le territoire du Mexique était de 5 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, il n'atteint pas les 2 millions. Adieu le Texas, la Californie, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Colorado et une bonne partie du Wyoming et de l'Oklahoma. Tous ces États appartenaient au Mexique, pris par les USA militairement. Et plus tard, la conscience n'étant pas tranquille, ils leur ont jeté 15 millions de dollars comme compensation. Une véritable blague. Avant la guerre avec le Mexique, les États-Unis avaient proposé 20 millions de dollars pour le territoire du Texas. Et le Mexique a dit non, on ne vend rien. Et donc, il fallait une raison pour s'approprier tout ça. Quand le Nicaragua reprend son indépendance à l'Espagne en 1821, il devient le pays le plus riche et le plus prospère d'Amérique centrale. Et en 1909, les États-Unis veulent mettre la main sur ces richesses. Ils provoquent un coup d'État et depuis ce putsch, le pays ne connaît que dictature, révolution après révolution. Aujourd'hui, la misère est partout. Les États-Unis ont orchestré d'innombrables déstabilisations sur le continent américain et ailleurs. Ils sont aussi derrière une multitude de coups d'État en Amérique et ailleurs. Le Costa Rica subit un coup d'État en 1948 avec la nette signature de la CIA, Centrale Intelligence Agency, qui a remplacé l'OSS en 1947. Le Guatemala en 1954 avec la même empreinte. Le Paraguay aussi en 1954. L'Équateur en 1963. Le Brésil en 1964. Le Pérou en 1968, la Bolivie en 1971, le Chili et l'Uruguay en 1973, l'Argentine en 1976, le Salvador en 1979, le Nicaragua encore une autre fois en 1979, le Venezuela en 2002, tout récemment. Le 11 avril 2002, le coup d'État contre Hugo Chavez a avorté car mal préparé. Mais n'empêche que le chef d'État a passé 2 jours sous surveillance militaire. La CIA encore et toujours. Et le point commun de toutes ces interventions secrètes, c'est que les sociétés privées américaines décrochent des contrats très avantageux avec les pays d'Amérique latine. Le coton, les minerais, le pétrole, toutes sortes de richesses. Et en échange de ça, avec une petite bourgeoisie locale au pouvoir, obtient sa part du gâteau. Tout le monde est content, sauf le reste du pays, qui vit dans la misère. Et l'argent des ressources enrichit surtout les Américains et la jet-set du pays. Depuis l'invasion de l'Irak en 2003, tous les revenus du pétrole irakien vont dans un compte basé aux États-Unis. Ce fonds qu'on appelle le DFI, Développement Finance International. Ce fonds est censé récolter l'argent du pétrole pour reconstruire l'Irak et payer les fonctionnaires. Mais en réalité, et depuis le début de l'occupation américaine, des milliards de dollars du pétrole irakien disparaissent sans laisser aucune trace. Et ceci est le rapport accablant du groupe CIGIR, le CIGIR qui est un groupe d'information. La Yougoslavie ne voulait pas intégrer l'Union européenne. Elle a eu une guerre qui l'a démembrée. Saddam, du moment où il a commencé à parler d'échange du pétrole contre de l'euro, au lieu du pétrodollar, il a eu une guerre qui a totalement anéanti le pays. Kadhafi a eu une guerre qui a eu raison de lui, au moment où il a commencé à parler d'une monnaie unique pour le continent africain. Vous savez,
La justice, le droit, la réforme sociale, ou même la qualité de la vie, rien de tout cela ne marche dans le monde. La seule chose qui marche et court même très vite, c'est le fric. Tu viens et tu dis combien? Tu payes et tu t'en vas. Tout sera réglé. T'occupes de rien. Au Moyen-Âge déjà, un condamné devait avoir la tête sur le billot le lendemain. Le soir, un prêtre venu le voir pour lui donner le dernier sacrement. Le condamné lui dit « Pas la peine de vous fatiguer, mon père. Demain, je serai relâché, car j'ai 100 écus pour le bourreau. » Ça en dit long. Vous voulez vraiment de l'absurde incompréhensible? En France, ils sont arrivés jusqu'à taxer l'eau de pluie qui tombe dans ton jardin. Cette pluie tombe du ciel sans ton consentement. Mais si tu mets des récipients pour la stocker, tu payes. Demain, ça sera quoi? L'oxygène que tu respires? Ça paraît impossible. La pluie aussi, ça paraissait impossible. Et pourtant, et après l'oxygène, ça sera la vue sur le panorama? Tu regardes, tu payes? Les rayons du soleil, pourquoi pas? L'éternuement sur la voie publique ou peut-être la bise que tu fais à ta femme en sortant de la maison? Avec de l'imagination, on peut aller loin, très loin, dans l'absurde. Au XVIIe siècle, du temps du roi Henri IV, pour soutirer du fric à la populace, ils ont imposé les ouvertures des maisons. Tu as une fenêtre qui donne sur l'horizon du roi, tu payes. Plusieurs fenêtres, tu payes double, triple, quadruple, selon le nombre de fenêtres. Les citoyens ont commencé à murer leurs fenêtres. Tout le monde a besoin de fric. Et les États encore plus. Vous avez un auteur qui traite l'absurde dans ses ouvrages d'une manière magistrale. Camus, Albert Camus, l'Algérien. Camus est la théorie de l'absurde. Cette théorie explore la condition humaine face à l'absurde. C'est une lutte de certaines personnes, pas tous. C'est rare que quelqu'un se pose des questions. Ce n'est pas une règle générale. C'est un questionnement de certaines personnes pour trouver un sens face à un univers dénué de sens, dans un monde indifférent. C'est une prise de conscience d'une personne pour comprendre et l'indifférence de tous les autres. Ils sont là, à vivre dans un théâtre de l'absurde, et ne se rendent même pas compte des automates, des androïdes, des zombies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je donne ma langue au chat. Camus se sert du mythe de Sisyphe qui pousse éternellement un rocher. Il se sert de ça comme une métaphore de la condition humaine et conclut dans son œuvre qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Et cela souligne l'importance de l'acceptation de notre sort sans le désespoir. Le sentiment de l'absurde. Albert Camus en a fait son cheval de bataille dans son livre L'étranger. Caligula, une pièce de théâtre, ou le livre Le mythe de Sisyphe. La quête du sens dans l'indifférence. Voilà. Kafka aussi, dans son livre La Métamorphose. C'est aussi une métaphore du début à la fin du livre. Carrément le procès de l'absurde dans la société. Un homme qui se réveille le matin dans la peau d'un gigantesque insecte. Et de là, la métaphore fait l'analyse d'une société absurde. Imaginez que vous êtes en pleine place publique, entouré de gens qui viennent et qui s'en vont. Il y a du monde partout autour de vous et pourtant, vous vous sentez terriblement seul.
C'est ça, la solitude dont parle Camus et aussi Kafka. Et cela fait partie de l'absurde. L'absurde aujourd'hui impose ses règles à lui. Et la première de ces règles, c'est qu'il n'y a pas de règle du tout. Tu marches sur la tête. Je vous donne de l'absurde qui vient de loin, de très loin, mais qui a fait le lit de l'absurde d'aujourd'hui. Jésus, dans son infinie sagesse, dit dans l'évangile de Matthieu 5.43, « Aimez vos ennemis ». Bien. Et dans l'évangile de Luc 19.27, il dit « Amenez mes ennemis et tuez-les devant ma face ». Il faut savoir ce que vous voulez. Dans Ézéchiel 18.20, le Fils ne portera jamais la faute du Père. Et dans l'Exode de la Torah 20.5, je punirai les enfants pour la faute des pères jusqu'à la 4e génération. Genèse 1.27, la Torah dans le Pentateuque. Dieu créa l'homme à son image. Mais dans le livre d'Isaïe 46.9, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Toutes ces contradictions me donnent mal à la tête. Autre chose, dans l'Exode de la Torah 32.28, après avoir reçu les 10 commandements, dans le 6e tu ne tueras point, Jésus descend du mont Sinaï avec les 2 tablettes et tua plus de 3000 personnes de son peuple. Plus de 3000 personnes de son peuple pour avoir adoré en son absence le veau d'or. Tout cela, est-ce de l'absurde ou du crétinisme du crétin que je suis? Vous savez, c'est fou comme la plupart des gens n'ont besoin d'aucune preuve pour croire un mensonge, mais exigent des preuves infinies pour accepter la vérité. Revenons à l'absurde des temps modernes. Ni le droit individuel, ni le droit international n'existent plus maintenant. Dans la mesure où il y a des États qui bafouent ouvertement les droits établis. Israël snobe carrément l'Organisation des Nations Unies. De ce fait, elle défie tous les États du monde. Des centaines de résolutions votées à l'unanimité n'ont pas et ne sont pas respectées par Israël. Alors pourquoi l'ONU existe, continue d'exister? Pourquoi? Juste pour faire semblant? Si un pays tiers subit une résolution, tout l'Occident se mobiliserait pour l'application de cette résolution d'une manière politique, économique ou même militaire. Mais quand il s'agit d'Israël, hop, pas touche. C'est les plates-bandes des États-Unis, donc le patron de l'ONU. Alors, soit on se conduit comme des autruches, soit comme des hommes. Et voici venir le temps des autruches. C'est Napoléon qui a dit « Quand un roi sent que son peuple est sur le point de se révolter, il déclare la guerre à notre pays. » C'est ce qui se passe avec Trump et l'attaque sur l'Iran, juste pour détourner le regard du scandale de l'affaire Epstein. Vous voulez que je vous dise? Vous remportez le 7. Mais vous êtes quand même pathétique. On bombarde des pays sans déclaration de guerre, ni raison impérieuse reconnue. On kidnappe des chefs d'État au vu de toute la communauté internationale et personne n'ose dire un mot. Pire encore, même l'institution onusienne ne fait aucun commentaire de peur de disparaître et ses élites vouées au chômage. Alors, où sont les droits établis depuis des siècles? Vous savez, moi, pour le courage, je n'envie personne, même pas Tarzan, même pas le plus fou des fous.
Je ne suis absolument pas effrayé par une invasion extraterrestre. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Nous forcer à travailler pour eux? Nous faire manger le produit des chiottes? Rendre la vie ou la planète invivable? Nous tuer tous? Tout cela, on le connaît déjà. Vous voulez encore du bizarre? Trump, lors d'un discours en octobre 2025, devant la haute hiérarchie militaire, a défié les généraux et les les généraux et les amiraux, qui restaient silencieux comme des rangs de flanc face à ces critiques. En préambule, il s'adresse à eux en leur lançant: si vous n'aimez pas ce que je dis, vous pouvez quitter la salle et dire adieu à votre grade et à votre avenir. L'absurde dans cette histoire, c'est que personne n'a quitté la salle. Des généraux, des amiraux et des soi-disant hommes de très haute fonction militaire. Est-ce cela la véritable valeur des hommes ces temps-ci? La notion même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde. Complètement. Comme vous le savez, la nature n'a pas de sens moral. Trump non plus. Et à toute fin utile, le mensonge est devenu vérité. Les États-Unis ont basculé avec une rapidité déconcertante. Nous sommes en train de voir une démocratie de façade longtemps enracinée en train de basculer vers le fascisme entraîné par un seul homme narcissique et imbu de sa personne. Un homme désagréable n'ayant aucun respect pour les autres peuples, ni même pour les autres leaders qui gèrent des nations. Un homme qui sort de la fange humaine et qui entraîne les foules dans son sillage vers le fascisme et la brutalité. Qui remet en question tous les acquis de la civilisation et veut instaurer l'hégémonie d'un seul peuple, le sien, en l'occurrence, sur toute l'humanité. Hitler, quand il était élu chancelier en 1933, une des premières choses qu'il a faites, c'est de transformer la République de Weimar en dictature. Aujourd'hui, aux États-Unis, le même procédé s'installe. Ce monsieur est arrivé à contrôler les 2/3 des 2 chambres du Congrès et les 80% des esprits de la population. Enfin, si on peut considérer ceci comme des esprits. Sur les 9 juges fédéraux, 6 sont trumpistes. Il fait pleuvoir sur eux le fric et les privilèges. Vous savez, les trumpistes suivent leur idole dans n'importe quelle situation. Un citoyen dans un sondage affirme que si Trump veut être dictateur, eh bien tant mieux. Un autre dit: je préfère voir Trump comme dictateur pendant 5 ans. Un autre encore dit: ce pays a besoin d'un dictateur. Je n'aime pas ça, mais c'est la vérité. Un autre encore pire. Il pourrait tuer quelqu'un sur les marches de la Maison-Blanche, je le soutiendrai quand même. Cette soumission bête et imbécile est complètement absurde. George Orwell avait écrit un livre en 1949 avec pour titre 1984. Un livre longtemps interdit parce que dérangeant. Dans ce livre, des phrases choc comme la guerre, c'est la paix, ou la liberté, c'est l'esclavage, ou encore l'ignorance, c'est la force. Cette dernière citation avait trouvé son office sous le pouvoir des nazis. Pendant le procès de Nuremberg, tous les dignitaires militaires du Troisième Reich ont déclaré ne pas être au courant de ce qui se passait dans les camps d'extermination. Et si un jour verra venir le décompte des responsabilités au sujet du génocide de Gaza, tous les Américains, à commencer par Trump, diront: on ne savait pas. L'écrivaine Claire Sévérac avait dit: ne leur pardonnez pas. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Fin de citation.
Car ces gens-là n'ont ni éthique, ni éducation, ni aucun caractère philosophique. Et encore moins de principe. Aujourd'hui, c'est le cas sous le pouvoir de Trump. Pourquoi tous ces sommités de l'armée la plus puissante se taisent et courbent l'échine devant un cancre, devant le diktat d'un cancre? Pourquoi? Ils ont peur de crever de faim, c'est ça? Poutine fait la guerre à l'Ukraine, sans mandat de l'ONU. Il est de facto pour cela devenu, aux yeux de l'Occident, un criminel de guerre passible devant la Cour internationale de justice. Les USA ont envahi l'Irak sur une simple présomption, sans mandat onusien. Ils ont envahi Panama sans mandat. Ils ont envahi l'Afghanistan sans mandat. Ils ont envahi tous les pays voisins sans mandat. La liste est trop longue pour la débattre ici. Et ils n'ont jamais été considérés comme des criminels de guerre. Là, on comprend bien que l'ONU et la Cour internationale de justice ne sont finalement que des outils de l'Occident. Pourquoi jusqu'à présent les USA et Israël n'ont jamais reconnu l'existence du TPI, Tribunal pénal international? C'est simplement pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Où et quand les Américains ont apporté la démocratie quelque part? Il faut savoir que les États-Unis sont le plus grand fossoyeur de la paix dans le monde. Le Vietnam, le Cambodge, l'Irak, la Yougoslavie, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, etc. En Amérique du Sud, au Nicaragua, Haïti, Panama, aux Caraïbes. Si vous lisez le livre de William Blum, B-L-U-M, avec pour titre « L'État voyou », dans son livre, l'auteur liste toutes les guerres d'ingérence américaine. Qui a fait tomber le Premier ministre Mossadegh d'Iran parce qu'il avait nationalisé le pétrole et chassé les grandes compagnies anglo-américaines qui se sucraient outrageusement sur le pays. Qui a fait tomber le Shah d'Iran après l'avoir mis sur le trône? Qui a fait tomber le président Allende, démocratiquement élu? Parce qu'il avait nationalisé les mines de cuivre qui profitaient aux compagnies américaines. C'est toujours l'œuvre de la CIA en coulisses. Au Ghana, le président Kwame a été exilé par la CIA pour avoir essayé de se rapprocher du bloc de l'Est. À Grenade, le général Hudson fut emprisonné plus de 30 ans après l'envahissement de son pays par les États-Unis. L'Amérique, championne de la justice et de la démocratie, n'est rien d'autre que le plus puissant des méchants. Pour ne pas être trop lourd, la suite un autre jour. Inch'Allah. Ciao.